De l'Angleterre à la péninsule ibérique et de la France à l'Autriche, presque partout en Europe on retrouve des géants, ces figures énormes que l'on promène dans les fêtes populaires. C'est une très vieille coutume dont on retrouve trace dans toutes les mythologies anciennes, et cela dès le 2e millénaire avant Jésus-Christ, comme en témoigne cette gravure rupestre découverte en Suède. Mais l'histoire des figures ambulantes ne commence véritablement en Europe qu'à la fin du XIVe siècle avec les Saint Christophe sur échasse. Et vers la moitié du XVe avec Goliath porté. Elles apparaissent aussi comme accessoires de mise en scène dans les mystères, les fêtes courtoises et le carnaval, mais ce sont surtout les processions religieuses qui vont les populariser pratiquement jusqu'au début du XXe siècle. Aujourd'hui, quelques villes européennes ont encore gardé la tradition des géants, et c'est ainsi qu'on peut en voir au Portugal, à Viano de Castelo, en Espagne, à Saragosse, les rois catholiques, à Messine, en Sicile, Matta et Grifone, en France, à Douai, Gaillan et sa femme, en Hollande, à Venlo, Valois et Gertrou, en Angleterre, à Salisbury, Saint-Christophe, à Saint-Michael en Autriche, Samson. Enfin, chez nous, en Belgique, il existe encore notamment les pêcheurs à Wenduin. Et bien sûr, les célèbres géants d'Ath, car Ath est la seule ville belge qui ait maintenu le jeu parti médiéval opposant David et Goliath. La seule ville où Goliath et sa femme dansent sur un air traditionnel qui lui est propre. Quatrième samedi du mois d'août, c'est la fête à Ath. C'est le grand cortège de la Ducasse, et ce cortège est animé par quelques familles qui se transmettent de père en fils et de fils en petit-fils le lourd privilège de porter sur leurs épaules les fameux géants de la ville. Telle la famille Bourlard et Marie, porteurs du géant Goliath et de Madame Goliath. La famille de Metz, dans le corps d'osier du célèbre Samson. Dans les énormes flancs du cheval Bayard, la Royale Alliance Attoise Société de Gymnastique. Charles de Grandel et Léon Duprier dans Les Hommes de Feuille. Et Roger Daniel dans le rôle de Magnon, le diable. Sans oublier Georgina et Marcel, les monteurs de géants. Et la prestigieuse adresse de David terrassant le géant Goliath. Vous verrez tout cela et aussi d'autres géants comme Mademoiselle Victoire, Ambiorix et l'aigle. Quelques chars somptueusement décorés, comme la barque des pêcheurs napolitains. Et enfin, la foule des Attois, venus ou revenus par milliers comme chaque année au rendez-vous de la Ducasse. Mais avant que la fête ne commence, que le rideau se lève, il nous faut remonter dans le temps de la préparation, pénétrer dans les coulisses du théâtre et tout d'abord planter le décor. Et le décor est celui d'une petite ville qui semble définitivement endormie dans sa tranquillité provinciale. Tranquillité toute relative, car la route Bruxelles-Lille traverse la ville d'Ath en plein cœur. Mais si l'on s'enfonce dans les petites rues des vieux quartiers, on redécouvre en effet le charme de la vie provinciale et les témoignages du passé.
comme cette jolie fontaine dédiée à ce Marco Polo à toi, Louis Hennepin, qui découvrit les sources du Mississippi en 1680. Ville charmante et paisible, cela n'a pas empêché Ath d'avoir été dans le passé une ville industrieuse, centre de textile au Moyen Âge, fabrication de meubles au XIXe siècle. Le XXe siècle a tué ces industries et aujourd'hui le symbole de son activité, c'est la gare de chemin de fer. Mais la gare, c'est aussi le témoignage de l'attachement des Athois à leur ville qu'ils quittent chaque matin pour aller travailler à Bruxelles, Mons ou Tournai. Par contre, ce que nous ne voyons pas, et pour cause puisque nous sommes au mois d'août, c'est la foule des jeunes gens et des jeunes filles des environs qui débarquent chaque matin de ce même train pour se rendre dans les nombreux établissements scolaires d'Ath. Chiffre étonnant, il y a plus de 5000 étudiants à Ath, pour une population de 11 000 habitants. Voilà, le décor est planté. Nous pouvons maintenant pénétrer dans les coulisses. Et les coulisses, c'est notamment un arrière-bâtiment du centre administratif d'Ath, où, dans une demi-obscurité, on découvre d'étranges carcasses d'osier, des carcasses de géants. Nous sommes le lundi qui précède la Ducasse, et c'est dès ce lundi que Georgina Fourmarier et Marcel, son fils, préparent quasiment dans le secret la toilette des géants. Le rôle de Marcel, c'est de monter les géants, de fixer solidement le buste aux jambes, c'est-à-dire à ce qu'on appelle le panier. Quant à Georgina, il lui faudra bien toute la semaine pour assembler et coudre les habits de ces êtres gigantesques. Après le montage et l'habillage d'un géant, il faut penser à sa coiffure. Et ça, c'est le rôle de Philippe Kemeulen, le fils du commissaire de police. Non, je ne suis pas coiffeur de profession, je suis photographe. Mais seulement mon grand-père était coiffeur de géant depuis 50 ans. Et avant lui, son père l'avait fait aussi, alors j'ai continué la tradition. Je coiffe les géants seul depuis 4 ans. Je suis venu très petit, j'étais très très jeune. Je venais aider mon grand-père. Alors c'est ce qui m'a appris à apprendre le métier au fur et à mesure des années. Ce qui m'a permis de le faire tout seul le jour où il est mort. Que faisiez-vous, par exemple, pour aider votre grand-père? Pour aider mon grand-père, je démêlais le crin, je crollais les tresses. Pourquoi faut-il coiffer les géants chaque année? Parce que chaque année, à Ducasse, les gens s'arrachent les tresses comme porte-bonheur. C'est une tradition pour eux. Alors ils tirent sur la tresse qui tombe et ils l'emportent chez eux. Ça leur fait un souvenir, mais malheureusement, chaque année, il faut recommencer. Se procure-t-on encore le crin facilement? Non, non. Le crin se procure maintenant très difficilement, il faut l'économiser. Avant, on pouvait compter sur 60 à 93, maintenant, on ne peut plus compter que sur 35 à 43. C'est très difficile d'en trouver, et pour les années futures, ça va devenir compliqué. Curieux détour de l'histoire. Vauban a contribué quelque peu, et sans doute bien malgré lui, au succès de la Ducasse.
Ce jardin construit sur d'anciennes fortifications de Vauban est le paradis du lierre. Et les feuilles de lierre sont une denrée très précieuse pour les hommes de feuilles, ou comme on dit ici, les hommes à feuilles. Quelle feuille que tu vas prendre? On va voir les plus belles. Ici c'est un peu trop grand. Bon, le costume sera pas beau. Voilà, ici, c'est des belles feuilles. Voilà, tout ça est très bien. Ça ici, c'est pas beau, parce qu'il y a des taches dessus, le costume n'est pas bien fait. Ici, ça, c'est très bien. Quand on aura accueilli 2 paniers comme ça pourra aller. Il faut à peu près l'entour de 2000 feuilles, 1500, 2000 feuilles. Si on ne sait pas tout cueillir aujourd'hui, on reviendra demain, comme ça sera un peu plus frais. Et le mardi matin, Georgina et Marcel continuent l'habillage des géants. Madame Fourmarier, depuis combien de temps habillez-vous les géants? Depuis 1919, que mon père travaillait pour l'administration. Alors, la dame qui le faisait avant moi n'a plus voulu le faire. Et c'est comme ça que j'ai eu l'entreprise, avec mon père. Et la dame qui travaillait avant vous, elle vous a montré comment Non, vous non, habillez? absolument pas. Elle m'a dit que je n'avais qu'à tirer mon plan. Voilà. Et vous avez tiré vous? Ah oui, j'ai tiré mon plan. Et quelles sont les difficultés que vous avez trouvées au début? Rien du tout. Il faut avoir l'idée de le faire, hein. La bonne volonté de le faire. Il ne faut jamais regarder après un autre. Hein. Moi, depuis 1945, j'ai commencé tout de suite après la guerre. J'ai appris avec mon grand-père cette année-là. Et j'ai continué avec maman. Et votre métier de menuisier, vous êtes beaucoup? En partie, oui. Mais seulement, ce n'est pas un travail de menuiserie. Ce sont des petits trucs. Un petit truc, par exemple, est de poser fermement la couronne sur la tête de Mademoiselle Victoire pour qu'elle ne tombe pas pendant le cortège. Mais ce qu'il faut surtout pour habiller les géants, c'est beaucoup de patience et une certaine tendresse, comme il en a fallu à Marcel et Georgina pour fabriquer ces poupées, réduction de Goliath et de Madame Goliath. Tendresse qui est d'ailleurs partagée par tous les Attois, y compris les commerçants. Jean-Pierre, quelle nouvelle? Marcel, Ça va? ça y est. Bon, ben... Elle est prête? Lorsqu'un géant est monté, habillé, coiffé, astiqué, il faut encore l'équilibrer, ajuster les sangles au goût des porteurs, et les porteurs, un peu par conscience professionnelle et beaucoup par plaisir, viennent faire leur petite inspection, font 3 petits tours, et puis s'en vont. Mais qui sont ces porteurs? Comment ont-ils été choisis? C'est René Sansen, le président du Cercle royal d'histoire et d'archéologie, qui nous l'explique. C'est ici qu'autrefois se recrutaient les porteurs de géants. Pour la raison que nous nous trouvons devant un moulin dans lequel il y avait une quantité de matière, le grain, l'orge, qui était passé dans d'énormes machines. Et ces porteurs de sacs, dits dans le jargon attois les porteurs au sac, c'est le patois, c'est ainsi que nous les appelons, et ça représente un homme fort dans notre esprit. Et ces hommes déchargeaient les bateaux, déchargeaient les chars et finalement déchargeaient les wagons de chemin de fer. La proximité de tous ces moyens de transport ont fait que ce moulin est devenu très prospère. Ce moulin remplace le vieux moulin seigneurial qui se trouvait là déjà il y a 8 siècles. Ces hommes, qui dans quelques jours vont faire danser les géants sur leurs épaules, sont en quelque sorte les descendants de ceux qui portaient les sacs au moulin. Ils en ont hérité la force et l'adresse, car pour supporter seuls 120 à 130 kilos, il faut être costaud. Bien sûr, les porteurs se relaient tout au long du cortège.
Chaque géant a dans son groupe, son équipe, qui correspond plus ou moins à une famille. Car depuis plusieurs dizaines d'années, la charge est restée le privilège de quelques familles attoises. Chaque équipe a son chef, et les équipes se réunissent au Café Dodu quelques jours avant la Ducasse pour répéter et quelquefois aussi pour initier un nouveau, un futur porteur de géant. Jules Marie et Léon Bourlard vont exécuter la danse de Monsieur et Madame Goliath, la curieuse danse gouillasse. Une bonne culture. Sortez, hein. Georges, tu portes déjà depuis combien de temps? Oh, ça fait 27. 27 ans. Et Jules, il a aussi... 25. 25. Ouais. Pas plus. Oh, 25, 25. 45, hein? 25 normalement. Puis 45, hein? Bon, allez, est-ce qu'on porte directement avec Ah non, hein, on porte directement. Non, mais faut être capable de porter. Et alors, faites les pauses. Avant de commencer, avant de mècher, il faut porter les casquettes. Ah ouais, ça, c'est bien de sa queue. Quand on est grand-mère, on va porter les casquettes, on ramasse les hier par terre. On s'entend. J'étais d'ailleurs, on les ramasse par terre, les gamins sont là pour les ramasser. Parce que les gamins, là, mais je fais ramasser les hier, porter les casquettes, tout ça. Maintenant, ça ne se voit plus, ça se pierre. Ça vient de famille. C'est une tradition. C'est une tradition. Nous sommes des bourlards, des bergers, et tout le bazar, on n'a rien à faire. On a ça. Ça, c'est ça. Et quand on a été de musique, une d'ailleurs qui s'est restée jusqu'à hier, il faut danser, rien à faire. Même au cortège, c'est juste ça. Est-ce qu'il y a d'anciens porteurs qui reviennent près du géant? Ah, ils sont des cortèges. Ouais, mais il y en a, hein. Ils sont des cortèges. Donc, ils viennent, mais ils se muchent. Ça le fait à coqueur, mais ils se muchent parce que... J'ai vu Roger Huet l'année passée, hein. Oui. Il était malade, ce type. Hein. Oui. Eh ben, le type, hein, il a pleuré là devant Fernand de Lecos, là, hein, comme un gosse. C'est ça. Ah ouais. Comme un gosse. C'était pour Envirix. Oui, pour Envirix. Et la première fois qu'on porte, là, l'impression, ça fait, au point de vue physique.
On en a raclé comme on n'a jamais eu une pareille. Au début, on se contente de marcher, on ne danse pas. On ne tirait pas danser au début. Hein. Non, il faut attendre au moins deux marcher. fois. On va se contenter de lever. On fait les pauses. Ça pèse à peu près combien là? 127 kilos. Toujours entre 120 et 130 kilos. Ça varie d'après le panier. Si le nouveau ou vieux. Hein. D'avoir un vieux, mais porter un sac de 130 kilos ou porter Goliath ou un autre géant, c'est pas la même chose. Parce que l'équilibre se porte en haut. Comment parvient-on à tenir l'équilibre? Comme ça, les poignets, hein. C'est le force des poignets qu'il faut. Et la tête? La tête, presque rien. La tête, les épaules. Oui, mais c'est à la force des poignets qu'on... Les poignets et les épaules qui comptent. On en a qu'un en bas. Et un coussin sur la tête pour le tenir pour... Ouais, le coussin compte pas. Là, il faut un bon montage avec. Le coussin compte pas. C'est ça le départ. Le montage. Est-ce qu'on va régler ça? On règle ça d'après le plus petit. Samedi demain, on va l'essayer. On règle ça d'après le plus petit. Le plus petit de dimension. Par exemple, s'il est réglé sur un grand, le petit n'arrivera pas à arriver à prendre les sangles convenablement pour le soulever. Le grand n'a pas de difficulté. Le grand n'a pas de difficulté. Non, le moins qu'il lève le poignet plus haut que le plus petit. C'est ça, oui, bien sûr. Plus de mal. Il y a plus de mal. Est-ce qu'il y a une ceinture? Oui. Celui qui veut. Celui qui veut. Non, nous on met une grande ceinture. C'est surtout pour les reins qu'on met une ceinture. De sécurité. Ça vous soutient quand même, hein? Et quand on tourne, là, on n'est pas entraîné? Il arrive un faut moment. freiner. Vous êtes entraîné, mais il faut tenir toujours l'équilibre parce que si le poignet prend un peu par terre, clac, vous êtes déséquilibré, c'est fini. C'est pour ça qu'on le prend des deux mains. Il faut tenir. Est-ce qu'il est déjà arrivé des accros comme ça, une chute ou... Moi, oui. Pendant le cortège. Pendant le cortège. Non, jamais. D'un géant à l'autre, comme ça. Est-ce qu'il y a une différence de portage? Oui. Ah oui, parce que, je vais vous dire, hein, il y a nous autres ici, ils avons un Biorix, ils portent tout devant. Il y a une manière de se mettre dedans. Madame Goyat ou je ne sais pas. Mais Madame Goyat, ça y est le même. Le plus mauvais, c'est ça. Madame Goyat, c'est... Madame Goyat. C'est plus haut. L'aigle, vous avez... L'équilibre est plus stable, je vais dire. C'est pas si haut. C'est plus lourd, mais c'est plus stable. Tandis que dans Goyat ou bien un autre géant, c'est plus grand. Alors c'est l'équilibre qui joue. Porter, ça va, mais la force des poignets aussi joue quelque chose. Et la massue de Goyat, par exemple. Ah ouais, mais tout le poids du côté de la massue. Enfin, pas tout le poids, mais... on le sent quand on en finit le lundi au soir. Du côté de le massue, l'épaule est marquée. De ce côté-là? C'est quel côté? Côté gauche. C'est à gauche. Du côté du cœur. Moi, ça ne fait rien. Ça nous empêche de danser quand même. Mercredi matin, dans le faubourg de Mons, Madame de Grandel-Coux. C'est un bien dur métier que d'être la femme d'un homme à feuilles. Madame de Grandel, depuis combien de temps faites-vous le costume? Depuis 3 heures, monsieur. Qu'est-ce qui est le plus difficile à faire? Le plus difficile, c'est pas difficile. Le plus long, c'est la veste. Oui, et au début, la première année, qu'est-ce qui vous avait rebuté? C'était la longueur du travail. Je ne savais pas assembler mes feuilles. Et là est la difficulté. Comment les assemblez-vous? Mais il faut mettre pointe par pointe et éviter qu'on ne voit pas le fil au-dessus des autres feuilles. Et est-ce que la grandeur des feuilles est importante? Oui, plus petite au mieux. Comme ça, le costume est d'autant plus beau. Combien de temps mettez-vous pour faire un tel costume? 2 jours, monsieur. Premier jour, qu'est-ce que vous faites? La culotte. Et le second jour, la veste? La veste, oui. Le costume se conserve bien pendant toute la production? Nous commençons le plus tard possible pour le conserver et alors nous devons l'arroser chaque fois, tous les jours au soir. Quelques maisons plus loin, dans le même quartier du faubourg de Mons, un jeune garçon, Jean-Luc Bourlard. Son rôle, le berger David. Sa mission, tuer le géant Goliath. Ça ne semble pas l'impressionner, mais ce qui est plus gênant, par contre, c'est que le géant Goliath, c'est son parrain et qu'il va falloir répéter et répéter sérieusement. Ça fait combien de temps que vous avez le berger? La deuxième fois. Elle est en forme pour
Pour samedi? Oui, demain, je vais m'entraîner. Ah, ça va. Viens ici. Bon. Alors, quand on arrive ici, hein, ah Seigneur, donnez-moi la force. Là, il faut crier fort et il faut montrer espoir. Hein. Ça va? Et alors, quand on arrive à j'en tire la vengeance, à ce moment-là, vous tirez votre chapeau. Hein? Et alors, vous prenez votre balle pour arriver à la fin, à être prêt pour lancer le bal. Ça va? On y est? Allez, vas-y. Pied d'eau, assure chien, tu veux donc me poursuivre, une pierre à la main. Es-tu donc là de vivre, jeune sot, petit amarot, tu ne porteras plus mon flambeau ni mon beau. Ta tête sera foulée, tes yeux de lion, tes oiseaux cajolés assurent mes prios. Approche seulement ennemis hébreux, ne m'est affronté, tu chasses contre Dieu. L'avantage est pour moi, j'ai pour escorte à Dieu, tu vainqueur, la main justement forte. Ah. Quand Dieu tordra son arc et moi sur la terre, te livrerai joue la guerre, non pas à toi, petit objet. Quand tu seras un Dieu avec autant de pages, oseras-tu me combattre avec tant d'avantages? Ah, blasphème, tu en seras puni. Ah, Dieu qui se pique couronné de bonheur ne doit pas souffrir contre son sang et son honneur. Ah, Seigneur, donnez-moi la force et la puissance de mon bras, que j'en tire la vengeance. Il en a les vilains ennemis dans ce lieu, il a senti la main de Dieu. Ça va. Juste sur la fin, il faut aller plus doucement. Ça va? Le géant Samson est lui aussi une affaire de famille, et plus précisément l'affaire de la famille Domès. Le père et ses 4 fils forment l'équipe du géant Samson. Monsieur Alphonse Domès, votre père portait déjà? Ah, mon père a porté, mais il a porté Samson, mais avant la guerre. Oui, monsieur Bourlard, vous portiez Samson depuis longtemps? Depuis 30. Depuis 30. Et votre père portait aussi? Ah, non, mon père était mort, mais mon père l'a toujours porté. Et alors mon grand-père l'a toujours porté. Comment se passe l'apprentissage d'un porteur? Ben, c'est le chef porteur quand il voit que l'aidant est capable de porter le géant, de faire ça le géant, lui dit la manière de le prendre le géant, et soulève le géant, on part avec. C'est plutôt difficile au début, mais quand on l'a pris la première fois, ben, ça va. On commence par marcher alors? Oui, marcher. Danser, c'est plus difficile. Et combien de temps faut-il pour apprendre à faire danser le géant? Ben, moi, voilà, sur mes 5 ans, c'est vraiment ma 2e année que j'ai dansé le géant. Une grosse cloque sonne, seul Goyas qui se marie. Goyas 16 monte à l'hôtel de ville, tout en dansant au son de la musique. Après, j'ai plus, hein. Quand avez-vous commencé à porter Samson? 15 ans. 15 ans. Et vous l'avez fait danser? Oui. Oui, j'ai fait une danse avec. J'aime bien. Pendant un mois, j'irai avec. Ça ne me ferait rien. Il y a une institution qui est peut-être plus vieille que la Ducasse, c'est le marché. Nous sommes jeudi matin, et comme tous les jeudis matins, depuis 800 ans, il y a marché à hâte. Autre famille, celle qui s'occupe de l'aigle et du diable Magnon. Aucun problème de recrutement, la famille compte 13 enfants. Dans votre famille, il y a une tradition de porter l'aigle et quand on est enfant de monter sur l'aigle. Vous pourriez nous raconter? Ça va de père en fils. Du grand-père, de l'homme, de son père, de son grand-père, de mon oncle. Toute la famille a été comprise. C'est comme lui-même, il a été sur l'aigle. Et ensuite, on portait l'aigle. Oui. Il a été sur l'aigle. Quand il a eu l'âge, il a porté l'aigle. Il a été chef porteur. Maintenant, il a remis entre ses mains de son premier garçon, de Boubigny, qui est chef porteur de nouveau, parce que lui ne plaît plus.
Et alors mes enfants ont été toujours presque dessus, sur l'aigle. Daniel Rogier, depuis combien de temps faites-vous le Magnon? Il va avoir 9 ans cette année-ci. Et quelle est votre fonction dans le cortège? Nous, normalement, c'est pour les enfants, pour qu'ils ne s'avancent pas sur le chemin quand les postures dansent, pour qu'il n'y ait pas d'accident. Vendredi, dernier jour de préparation, c'est le moment de faire la tarte au mastel, dont la recette est expliquée ici par le maître pâtissier Sansen. C'est une recette que mon père a toujours fait et que j'ai vu faire. Elle se compose de farine, d'un peu de sucre, d'un peu de sel, d'un peu de cannelle, du lait et des œufs. C'est cuit à four doux afin que la mastelle soit plus ou moins croustillante. Ensuite, on casse la mastelle dans un récipient, un seau, une casserole, propre naturellement. On y ajoute alors, dans la fabrication actuelle, des macarons, des amandes amères, des amandes douces. Il y a des endroits qui y mettent même des raisins, mais enfin ça c'est un peu facultatif. Auquel on ajoute du lait bouillant pour faire tremper les mastelles, afin que ça commence à devenir une pâte homogène. Ensuite, on y ajoute des œufs et on mélange le tout. On prépare les blancs d'œufs à part, qu'on fait battre en neige. Quand ceux-ci sont bien montés, on les ajoute en mélangeant doucement, afin de revenir à une pâte alors encore plus homogène. On verse dans les fonds de tarte et on met à cuire. Chacune ayant sa manière de faire la tarte au mastel, les ménagères apportent chez le boulanger leur tarte soigneusement étiquetée. Avec les fours individuels, c'est une coutume qui disparaît. Il n'y a plus à hâte que le boulanger maçon qui accepte de cuire 2 ou 3 fournées. Mais rassurez-vous, la tarte au mastel n'est pas près de disparaître. Ouvrez la cour. Vendredi après-midi, les derniers préparatifs, un dernier entraînement pour le petit Jean-Luc, et les géants au garde-à-vous immobiles, sagement alignés comme de grands soldats de plomb, attendent de retrouver leur existence éphémère. Ils attendent jusqu'au lendemain ceux qui viendront leur redonner une âme. Sortez, hein? Samedi, 15 h. Le cortège a quitté la Grand Place en direction de l'église Saint-Julien et le long du parcours, les hommes de feuille et le diable Magnon jouent leur rôle de police.
La danse de Goliath et de Madame Goliath, qui est minutieusement réglée, nous l'avons vu, est exécutée traditionnellement à des endroits bien précis, tels que le pont du Gade ou le pont du Moulin. Et pendant que les géants dansent sur les épaules de 2 porteurs, les autres porteurs exécutent une danse plus lucrative. Ils ramassent les pièces de monnaie lancées par le public. Georgina essuie un pleur, mais ça, ce n'est pas une coutume. C'est un mouvement du cœur auquel, pour beaucoup d'Atois, il est bien difficile de résister. Le cortège de la Ducasse, comme la plupart des cortèges folkloriques, a bien sûr une origine religieuse. C'était primitivement une procession qui fut réglementée au XIVe siècle par l'évêque de Cambrai. Aujourd'hui encore, le clergé y participe. Sur le parvis de l'église de Saint-Julien, il accueille les autorités civiles et les invite à suivre les vêpres, ce que les Atois appellent « el mariage guyas ». Et tandis que l'on porte dans le cœur la châsse de Saint-Julien, Monsieur et Madame Goliath, dehors, se marient symboliquement. Unis avec la bénédiction de Dieu, Monsieur et Madame Goliath peuvent repartir et danser. Et brusquement, il se fit un grand silence. L'heure du combat était venue. Pierre, assuré chien, tu veux donc me poursuivre une pierre à la main? Es-tu donc là de vivre? Jeune sot, petit amaro, tu ne porteras plus mon flambeau ni mon beau. Ta tête sera foulée, tes yeux de lion, tes oiseaux cajolés, assure mes prios. Approchez seulement, ennemi des Hébreux, le mutin affronté, tu jases
contre Dieu. L'avantage est pour moi. Et pour escorter à Dieu du vainqueur en ajustement force. Quand Dieu tendra son arc et moi sur la terre, te livrerai-je la guerre. Non pas à toi, petit objet. Quand tu seras un Dieu avec autant de pages, oseras-tu me combattre avec tant d'avantages? Ah, blasphème, tu en seras puni. Un Dieu qui s'appelle couronné de bonheur ne doit pas souffrir contre son sang et son honneur. Ah, Seigneur, donnez-moi la force et la puissance. Ah, Seigneur, donnez-moi la force et la puissance de mon bras que j'attire l'avantage. Abonnez, Saint-Jean-Luc. David a vaincu Goliath, c'était écrit, tout est rentré dans l'ordre. Et les Atois rentrent chez eux en paix pour sacrifier au rite de la tarte gouillasse. Chaque année, à l'époque de la Ducasse, des milliers d'Atois et d'anciens Atois, par l'odeur alléchée, se retrouvent ainsi autour d'une tarte au mastel. Oui, lève-toi. S'il vous plaît. Attends, Jean-Philippe. Chaque famille a sa recette qui n'est pas la même. Oui, il y a notamment une variante qui concerne les raisins. Pardon, des vastes. Je crois qu'il y a des recettes particulières. Et chez certains pâtissiers aussi, je crois. Oui. C'est-à-dire qu'au moment où tu prépares, tu sens si il y a assez d'amandes, pas assez, tu ajoutes. Tu vois? Oui, bien sûr. Cette année-ci, il paraît que les mastels n'avaient pas le même rendement que d'habitude. Donc on en a mis davantage le lendemain, tu vois, pour rattraper un peu ce qu'on appelle le podium. Ah, c'est ça, oui. Ça t'a plu la vieille bouillasse là? Oui. Allez, disons à quel point nous avons trouvé une saveur nouvelle chaque année. Tu ne trouves plus de mastel comme tu veux maintenant. Oui. Dans le temps, on en faisait heureux de mastel. J'en ai 8 qui sont tellement chaudes que j'ai dû les laisser sur la table, sur une grille à la maison. Santé au santé, la santé des Atois. Oui. Minoritaire. Les Atois minoritaires, c'est vrai. Dimanche, 5 heures du matin. Le cortège dominical va recevoir le renfort d'une arme jusqu'ici tenue secrète, les chars. Cependant, c'est une infanterie légère qui, dès 8 heures du matin, va réveiller les bonnes gens d'Ath. Et pour le grand combat, le cheval Bayard lui-même sort de sa légende. Eh bien voilà comment ça va se dérouler. Le pas de danse du cheval se fait sur un pas de marche. Vous devez avoir en tête la figuration d'une croix. Donc, nous procédons par série de 8 temps. Donc on part d'un point fixe comme ceci. Donc 4 pas en avant. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Puis on part à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En arrière, en avant, à droite et en avant. Et on recommence. Donc ça veut dire 2 croix. Ensuite, tout le cheval fait un quart de tour vers la gauche. 8 temps. 8 temps à droite, 8 temps à gauche, 8 temps à droite. En général, la marche est finie à ce moment-là. Et pour finir la marche, on avance. Donc on marche au pas jusqu'au moment où la musique a terminé. Arrivent aussi les occupants de la barque napolitaine qui viennent chercher leur commandant, lequel doit, pour respecter la coutume et la soif de ses matelots, leur offrir à boire. Bonjour, on peut boire avec. Ensuite, distribution au bleu des balles à blanc. Et au moment où tu cries peu, alors à ce moment-là, tu...
Et voilà, tout le monde a fourbi ses armes. Le cortège s'ébranle dans un ordre impeccable et traditionnel. Son ordre de bataille, un géant, une fanfare, un char. Un géant, une fanfare, un char. Et au bout du cortège, mollement bercés dans des landaux, les autorités de la ville. Tous les géants, tous les personnages du cortège, tous les chars que vous allez voir défiler ont une origine, mais qu'il est souvent difficile de préciser. Ils ont probablement aussi une signification, mais pas toujours apparente. Et enfin, ils ont subi une évolution historique, mais il faut se méfier des explications historiques. Et d'ailleurs, les Atois ne se posent guère ce genre de questions. Ils aiment leurs géants parce qu'ils sont les géants dates, qu'ils sont beaux, grands, drôles et quelquefois truculents. La barque des pêcheurs napolitains. Les pêcheurs napolitains sont devenus des marins belges ramenant d'on ne sait où un diable sauvage et hurlant. Le géant Samson, coiffé on ne sait pourquoi d'un bicorne. Le char de l'horticulture. Ambiorix, appelé aussi le tyran, mais on ne sait pas si c'est parce que dans l'esprit des gens, il a été un despote ou simplement un bon tireur à l'arc. Mademoiselle Victoire.
le char de l'agriculture. Le char de la ville. Le cheval Bayard, lui, est très ancien. Il est apparu pour la première fois dans les cortèges au XVe siècle déjà. Celui-ci a été reconstruit très fidèlement en 1948 grâce à René Sansen, le président du Cercle royal d'histoire et d'archéologie d'Ath. Il mesure 7 mètres de haut et pèse pas moins de 600 kilos, sans compter bien entendu les 4 fils Aymon. Magnon le diable, à qui, et pour être sûr de ne pas le confondre, on a dessiné un diable sur le dos. Bouvigny, Liso, Daniel. À midi, le cortège s'arrête pour souffler un coup. On profite de cette halte pour procéder, comme dans toute cérémonie qui se respecte, à la distribution des prix. Sont ainsi récompensés les groupes ou les personnages les plus méritants, c'est-à-dire ceux qui ont le plus grand nombre d'années de service. Je vous remercie de tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant et je vous souhaite de participer encore pendant 25 ans. Comme moi, je l'ai fait au conseil une fois. Marcel Albert, pour 45 ans. Voilà. Non, il va m'embrasser. Quitte-le un petit peu. On va mettre attention, le docteur m'a déjà piqué assez. Un docteur, pas de plus alors. T'as eu mot? Là. Là. Allez, vous l'avez? Non, j'ai pas le droit. La barque napolitaine est le seul char un peu vivant, animé par son diable hurlant. On raconte même qu'un jour, le diable a égorgé de ses dents un lapin vivant et l'a jeté dans la foule. Cette bête sanguinolente aurait, paraît-il, fini sa course sur le plastron blanc du Mailleur. On comprend dès lors l'air un peu effrayé des enfants. Allez, allez. Et l'après-midi, le cortège reprend exactement le même itinéraire, mais cette fois en sens inverse. Contrastant avec l'exubérance de la barque napolitaine, le char de l'archiduc Albert et de son épouse Isabelle. Ce sont les mêmes personnes qui tiennent le rôle depuis 40 ans.
La fatigue commence à se faire sentir. Pendant de longues heures encore et jusqu'à la fin de l'après-midi, les porteurs de géants vont faire danser sur leurs épaules les Goliaths, Samson, Ambiorix, Mademoiselle Victoire, l'Aigle et les 600 kilos du cheval Bayard. Voilà, la journée s'achève. La foule des spectateurs va finir la soirée sur les manèges de la foire. Mais pour les géants, déjà, la fête est terminée. Lundi, dans la brume du petit matin, les géants vont réapparaître une dernière fois. Mais ils ne sont plus tout à fait les mêmes. Les géants ont rendu l'âme. Sans musique, sans fanfare, accompagnés seulement de tambours, ils ont l'air de grandes poupées pantelantes qui n'inspirent plus le respect ou la frayeur, mais seulement la curiosité des enfants. C'est le seul moment d'ailleurs où les enfants peuvent approcher les géants. Tu vois qu'elle est jolie, Madame Goya. Elle dansait, hein. Merci, mademoiselle. La raison de cette sortie du lundi est simplement lucrative. Les porteurs sont en partie payés par la ville, mais la coutume veut que, comme le chanteur qui a bien chanté, le porteur qui a bien porté reçoive quelques gratifications du public en guise de remerciement. Si le cortège folklorique date dure 2 jours, la fête de la Ducasse, elle, dure 2 semaines. 2 semaines de réjouissances, de festivités, de manifestations de toutes sortes. Et dès le lundi après-midi, le centre d'attraction, c'est la perche du tir à l'arc. C'est aussi, bien entendu, le tournoi de Palpelote, spécialement organisé à l'occasion de la Ducasse. Et puis aussi le voyage en ballon. Les porteurs de géants profitent de l'attroupement autour du ballon pour faire une dernière petite collecte. S'il vous plaît. Avant le rituel du grand partage qui se fait dans une arrière-salle de café. L'équipe du géant Goliath se partage le blot, c'est comme cela qu'on appelle ici le fruit de la collecte. Salut Jean-Luc. Salut Jean-Luc, c'est le même problème. Allez, de ma cour, Le petit Jean-Luc, qui jouait le rôle du berger David, a bien entendu droit à sa part. Et sa part, c'est la petite monnaie. Mais il n'y a pas de petit profit. Et puis il se dit sans doute qu'un jour viendra où lui-même portera le géant Goliath. On va? Continue? Avec les bons baisers du meilleur, sur l'air de la marche bouillasse et sous le regard émerveillé des spectateurs,
C'est un peu l'âme des géants qui monte dans le ciel d'Ath et qui s'en va pour un long voyage, un tour du monde en 365 jours.